Donc, bienvenue au Zoo Écomuséum. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir William Crochard, qui est le compositeur et réalisateur de ce documentaire Montréal sauvage. Euh, donc, oui, c'est ça, on le voit juste ici. William Crochard est natif des cantons de l'Est et il a eu une formation classique en musique de film et c'est bien entendu un grand passionné de la faune locale qu'on a ici. Puis on est aussi en compagnie de Nikki Fleming, qui est zoologiste ici au Zoo Écomuséum depuis 2018, mais elle a travaillé comme animalier. Elle a commencé en 2010. Donc, il est aussi grand passionné, surtout des oiseaux, parce que elle a fait plusieurs années de bénévolat pour l'Observatoire d'oiseaux à McGill, où elle a eu son diplôme comme biologiste aussi. Donc, moi, j'ai déjà préparé quelques questions pour vous. On va commencer avec vous, Monsieur Crochard. Pouvez-vous nous expliquer l'historique de la création et la réalisation de votre documentaire? Oui, ben, tiens, je te fais ton micro. L'historique, c'est mon deuxième film. C'est mon deuxième documentaire animalier. Le premier s'appelait Titan, c'était sur des insectes géants du Québec. Alors évidemment, c'est pas des vrais géants, mais dans le monde des insectes, c'est des géants. Puis je les avais sélectionnés parce qu'ils étaient surprenants, puis que la plupart des gens ici étaient pas au courant que ça existait ou qu'on les avait ici. Puis le film terminait, la scène finale du film, la conclusion, c'était qu'en fait, si on cherchait comme il faut et qu'on savait où regarder, on pouvait trouver tous ces insectes-là sur l'île de Montréal, en fait. Je les avais pas nécessairement tous filmés à Montréal, mais c'était tous des insectes, même s'ils avaient l'air très surprenants, exotiques, qu'on pouvait trouver sur l'île de Montréal. Puis là, en terminant ce projet-là, ça m'avait donné l'idée de ce film-ci, en fait, qui était de continuer dans cette veine de faire découvrir des animaux pas nécessairement rares, bien qu'il y en ait qui soient rares là-dedans, mais des animaux qui sont cachés parmi nous, qui vivent près de nous, mais des animaux que la plupart des gens voient jamais ou côtoient pas. Alors, et puis j'habite à Montréal en plus, et puis j'aime ma ville, alors j'avais envie de célébrer la ville sous un regard différent, donc d'éviter de parler des gens et des infrastructures humaines, mais plutôt de la vie sauvage qui habite ici. Donc c'est plutôt la fin de mon premier film qui m'a donné l'idée de ce film-ci, je dirais. Le petit micro. Oui, ma prochaine question, c'est pour toi, Nikki, en fait. Donc, pourquoi est-il important de faire connaître la faune présente à Montréal? Justement, comme on vient de dire, on a la chance de partager l'île de Montréal avec une grande variété d'espèces différentes, d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens, d'insectes, de poissons, etc. Puis souvent, les gens ne sont pas vraiment conscients. Puis si on augmente les connaissances des gens, on sensibilise les gens, plus que les gens vont avoir tendance à avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, puis d'observer. Et plus qu'on comprend qu'on partage Montréal avec la faune, notre flore aussi, plus qu'on sera motivé de peut-être vouloir vivre de façon plus responsable envers l'environnement. Alors nous, on adore vraiment montrer aux gens, regardez toutes les belles espèces qu'on peut trouver vraiment dans nos jardins, dans nos lacs, nos rivières et nos forêts. On n'a pas besoin d'aller voir des animaux exotiques, on a plein de super belles espèces juste ici. Donc, pour Monsieur Crochard, quelles ont été quelques réussites et difficultés au long de la réalisation d'un documentaire comme ça? Ah, ben écoute, il y a plein des deux. Filmer des animaux, c'est à la fois très gratifiant quand ça se passe bien. Il y a des fois où j'ai réussi à filmer des affaires puis j'en revenais pas de la chance que j'avais eue. Il y a une scène, par exemple, où il y a un petit blongeau, qui est un petit héron, c'est un des oiseaux les plus rares du Québec, sinon le plus rare. Puis à un moment donné, je l'avais à 10 pieds devant moi, là, devant ma lentille, puis c'est comme si c'est un miracle. On croit vivre un miracle, on se retrouve devant un oiseau rare devant soi, puis pouvoir le filmer comme j'ai pu le faire. Bon, alors évidemment, il y a de la recherche là-dessus, je savais où aller, à quel moment, etc. Mais il faut quand même être chanceux pour se retrouver nez à nez. Tu sais. Mais c'est aussi beaucoup de frustration filmer les animaux par moment, puis les animaux ont aucune raison de coopérer avec moi. Ils savent pas pourquoi je fais ça. Je suis quelqu'un qui les dérange comme n'importe qui d'autre, donc j'ai eu plein de frustrations. Il y a plein de scènes que j'aurais voulu avoir différemment, ou des choses que j'aurais filmées que j'ai pas réussi à filmer. Par exemple, il y a une scène avec justement, on voit ici, il y a une scène avec des renardeaux, puis une famille de renards, et
J'ai été très chanceux, j'étais au bon endroit au bon moment, mais ça, initialement, je voulais filmer cette scène-là avec des coyotes, puis j'ai pas réussi. Puis là, je me suis retrouvé finalement à filmer ça avec des renards. C'est très bien, j'avais pas prévu de mettre les renards dans le film. J'essayais de filmer ce genre de scène avec des coyotes. Fait qu'il y a plein de choses, ça s'écrit pas un film comme ça. T'as des grandes lignes, t'as des idées, puis tu te dis, bon, j'aimerais filmer telle et telle espèce. Il y a tel et tel comportement qui est intéressant, j'aimerais ça filmer ça. Mais après, il y a aucune garantie de réussir. Tu sais, même chose pour les poissons, c'est très difficile à filmer. J'ai été très chanceux. Il y a un poisson, l'épisosté là-dedans. J'ai une amie qui savait où il y en avait, puis j'ai pu aller très proche. Puis ça prend des gens qui donnent un coup de main ou qui ont des scoops en bon français. Il y a des gens qui savent que ces animaux-là près de chez eux ou qui savent où les trouver quand moi je les ai pas encore trouvés. Mais alors, les grandes frustrations, tout ce qui a été plus frustrant ou ce qui n'a pas réussi, en fait, ça se retrouve pas dans le film. Donc, a priori, ce qu'il y a dans le film, c'est des réussites. C'est des très belles réussites. Donc, ma prochaine question, c'est pour vous, Nikki. Quels seraient les enjeux pour le bien-être des animaux aux zoo écomusées? Bonne question. Alors, effectivement, on priorise ici vraiment le bien-être des animaux. Alors, un animal sauvage, comme dans le film, évidemment, lui, il se débrouille par lui-même. Il va jamais s'ennuyer, disons. Alors, tu sais, un animal qui doit défendre son territoire, qui doit chasser, qui doit se reproduire, il y a toujours quelque chose à faire ou sinon, il a besoin de se reposer. Quand on a des animaux sous le soin des humains, là, on devient responsable pour leur bien-être et pas seulement leur bien-être physique, côté diète, côté environnement, côté soins vétérinaires, préventifs et réactifs, mais aussi leur bien-être psychologique et émotionnel. Alors, on doit vraiment offrir des opportunités à ces animaux-là de vraiment démontrer leur comportement naturel, de stimuler les sens aussi. Alors, on veut stimuler vraiment les 5 sens de l'animal, on veut stimuler la curiosité de l'animal, on veut vraiment voir des comportements naturels, même si ces animaux-là sont quand même, veut pas, limités dans leur environnement. On offre autant qu'on peut d'espace, d'opportunités d'enrichissement environnemental. On fait beaucoup d'entraînement avec ces animaux-là aussi pour les stimuler, mais aussi pour les encourager à participer dans leurs soins. Alors, on essaye, dans la mesure du possible, d'offrir vraiment un choix aux animaux qui sont sous nos soins, de participer aux soins vétérinaires, de participer aux séances d'entraînement. On offre aussi le choix à nos animaux d'être visibles devant le public qui vient les visiter, mais aussi le choix de aller prendre leur retraite de la vue des clients. Alors, si l'animal ne veut pas être visible, ils ont toujours le choix d'aller se cacher. Alors, on a toute une superbe équipe d'animaliers, animalières, de techniciennes vétérinaires, etc., qui sont vraiment là pour assurer le bien-être des animaux, que ça soit le volet physique ou psychologique, émotionnel. Je viens de remarquer qu'on a des gens qui viennent se joindre à nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire signe. On aimerait ça que si vous participiez aussi. Mais pour Monsieur Crochard, comment avez-vous effectué le choix des espèces qu'on voit dans le documentaire? Parce qu'on s'entend qu'il y en a beaucoup que vous aurez pu mettre dans le documentaire aussi. Voilà. Oui, c'est une bonne question. Ça a été difficile. J'avais le goût de choisir des animaux qui étaient méconnus du public. Puis le renard, c'est un peu l'exception à la règle. Tout le monde sait c'est quoi un renard. Pas tout le monde en a vu, mais bon, c'est un animal connu. Mais ce que j'avais réussi à filmer, c'était trop bon pour pas se retrouver dans le film. Mais a priori, je voulais que ce soit des animaux qui surprennent, que quelqu'un qui vient à Montréal et qui voit ce film soit surpris d'apprendre que ces animaux-là ici. Mais il y avait plein d'autres choix, puis c'est sûr que ça a été difficile. Puis des fois, je dois choisir aussi en fonction de ce qui va être réaliste à filmer ou par rapport à quelque chose qui est très, très compliqué. Tu sais, mettons, j'aimerais ça filmer des belugas, mais ça va être tellement compliqué à un moment donné, il faut faire des choix. Mais j'avais du matériel assez pour faire une partie 2. J'ai comme commencé une partie 2, puis finalement, je pense que le prochain film sera pas ça finalement. Ce que j'ai filmé pour la partie 2 va être bon dans mon prochain sujet. Mais finalement, ça loupe tout seul ou quoi? Ça? OK. Mais donc, je voulais qu'il y ait chaque grande famille animale représentée. Tu sais, un insecte, un poisson, un amphibien, un reptile, un mammifère. Il y a même 3 oiseaux finalement. Mais donc, pour répondre à la question, c'était pas facile. Puis le premier critère, c'était de choisir des animaux qui allaient
surprendre, ou des animaux qui étaient méconnus de manière générale des Montréalais puis de monsieur, madame, tout le monde, finalement. Des animaux plus discrets ou méconnus, simplement. Si on veut faire un petit échange. Ah oui, bonne idée. Donc, pour Nikki, dans le documentaire, on voit apparaître Missy, qui était une coyote sous le soin du Zoo Écomuséum pendant plusieurs années. Pouvez-vous nous en parler un peu plus sur le coyote? Oui, absolument. Alors, le coyote, merci. C'est une espèce dans la famille des canidés. Alors, la famille des chiens. Alors, on a plusieurs espèces de canidés qu'on peut trouver ici au Québec, mais sur l'île de Montréal, on est limité au renard roux et au coyote. Alors, le coyote étant bien sûr le plus grand des deux. Et c'en est un que les gens commencent à les remarquer de plus en plus. Et souvent, ça inquiète un peu les gens parce que c'est quand même un canidé qui pèse une trentaine de livres. C'est quand même impressionnant à voir et les gens s'inquiètent un petit peu pour les animaux domestiques, les enfants, etc. Mais en fait, le coyote, il a un rôle très important à jouer dans l'environnement parce qu'il est primairement carnivore. Alors, il va manger énormément de rongeurs, comme des souris, des rats, des écureuils. Alors lui, son rôle, des marmottes aussi, absolument. Alors c'est un animal qui va vraiment contrôler les populations de ces rongeurs-là et évite que nous, on ait des problèmes de surpopulation de ces animaux qui peuvent devenir pestes. Alors tant qu'on respecte l'espace du coyote, on n'essaie pas d'aller nourrir le coyote, de s'approcher, habituellement, ils vont nous laisser tranquilles et vraiment jouer leur rôle de contrôle de pestes naturelles. C'est un animal qui est parfois difficile à observer aussi, comme vous avez sûrement vécu, très discret, mais quand même présent sur l'île de Montréal. Et moi, quand j'ai la chance d'en observer, je me sens vraiment choyée, chanceuse. Pas qu'on se parle, tu me dis où est-ce que t'es allé. Donc, ma prochaine question, c'est pour Monsieur Crochard. Vous êtes initialement compositeur. Pour vous, quel rôle la musique joue-t-elle dans votre documentaire? Oui, alors je suis musicien de formation, c'est ça mon expertise dans la vie finalement, mais je suis juste un passionné d'animaux depuis que je suis petit, probablement comme tout le monde qui travaille ici, je présume, mais j'ai pas poursuivi des études là-dedans. Mais un peu par hasard, j'ai regardé des documentaires similaires de la BBC, National Geographic. J'ai grandi en regardant ces documentaires-là et ça me faisait triper, comme on dit. Puis moi je faisais de la musique de film, puis j'ai fait un peu par hasard, j'ai rencontré Étienne Place qui a fait un film qui a été projeté ici il y a quelques années aussi. Il a fait un documentaire sur les amphibiens reptiles du Québec. J'ai fait la musique de ce film-là. Puis j'ai juste vu que c'était un gars comme moi, passionné, qui filmait des animaux. Puis ça m'a juste encouragé à le faire aussi. Je me dis, dans le fond, si t'aimes ça, tu te débrouilles, puis tu y arrives, puis t'apprends. Mais bref, c'était aussi un grand plaisir parce que quand on fait de la musique de film, c'est un projet collaboratif, évidemment, puis on n'a pas de décision sur tout, puis on se fait dire qu'on se fait demander de faire certaines choses, puis des fois, c'est très agréable, puis des fois, il y a des projets qui nous intéressent moins, où on fait la musique d'un projet qui nous parle moins ou qu'on n'aurait pas fait nous-mêmes, qu'on n'aurait pas regardé comme film. Tu sais, j'ai déjà fait de la musique de film que je suis content du travail que j'ai fait, mais bon, le film, c'est pas mon genre de film, par exemple. Puis là, d'avoir carte blanche totale, c'est comme un privilège que je me suis donné à moi-même, en fait, de pouvoir faire la musique que je voulais, sans avoir la vie de quiconque qui me dit, ici, je veux que ça fasse ci pis ça, ou je veux que ça arrête, ou je veux que ça me fasse penser à tel autre artiste connu, tu sais. Fait que c'était comme ça vient presque d'un désir de pouvoir faire ce que je veux en musique, que de faire mes propres films et faire ma musique dessus. On va finir avec une dernière question pour Nikki. Pouvez-vous nous en dire plus sur la mission éducative du Zoo Écomuséum? Oui, alors pour nous au zoo, à part la conservation, l'éducation, c'est aussi une partie très importante dans notre quotidien, dans notre mission, dans notre travail, vraiment à tous les jours. Alors moi, comme zoologiste dans le département de l'éducation, j'anime énormément d'activités avec le grand public, avec des écoles, avec des camps de jour, etc. Alors on a le privilège ici puis l'opportunité de toucher à des gens de tous âges, qui viennent de plusieurs endroits dans le monde même. On a des touristes qui viennent ici à tout moment dans l'année. Alors ça nous permet vraiment de partager notre message de
la faune, c'est vraiment quelque chose on est chanceux de l'avoir, on partage notre monde avec eux, puis qu'on doit être conscient qu'on partage la planète avec eux. Alors, à travers nos programmes éducatifs, des présentations éducatives, des activités, juste le fonctionnement du zoo, quand les gens viennent visiter, il y a des pancartes éducatives, on a des agents expérience client qui sont partout sur le site pendant la haute saison pour vraiment parler avec les gens. On est capable de toucher à plus de 100 000 personnes par année avec notre message écologique, notre message de bien-être animal, de recherche, conservation. Alors, on est vraiment, on a une belle opportunité ici avec le zoo de pouvoir apprendre aux gens beaucoup de choses sur notre fond. Ben, merci Nikki Fleming et William Crochard. Ça a été une super session questions-réponses. Merci.